Notre prochaine séance est consacrée à l'engagement collaborateur avec Caroline Webb, une experte, et on va commencer dans quelques instants. Alors, n'oubliez pas de répondre au sondage parce qu'on devrait pouvoir, on a vraiment envie de pouvoir mesurer vos émotions au fil de la journée. Et puis, à tout à l'heure. Hi everyone, I am honored to introduce our guest speaker for the employee engagement session at the Human Advantage Conference. Nao and Sharon, with VP Behavioral Science and Innovation at BVA People at Work Consulting and one of the BVA's group champion for employee engagement, and myself will be speaking with Caroline Webb. Caroline is an executive coach, author, and speaker known for being one of the world's leading experts in using insight from behavioral science to improve professional life. Her best-selling book, I have to say that I have loved this book. It was a really aha moment for me. In French, we say a wow moment. So her best-selling book on that topic, How to Have a Good Day, I am maybe one of the only to have two versions of the book, a French one and the English version has been published in 17 editions, I think, and over 60 countries. She is also a senior advisor to McKinsey, where she was previously a partner. So, welcome, Caroline. A big thank you to be with us. We are very excited to have you at the Human Advantage Conference. So let's start. Hi, Caroline. I'm good to see you. A lot of your work, some of it detailed in How to Have a Good Day, focuses on engagement, performance, well-being at work, and what each of us can do to improve our own work experience in terms of setting the right priorities, building relationships, maintaining resilience and joie de vivre. So I guess my first question for you today is, why is it so challenging to have a good day at work? Well, of course, I like to lead with it is possible to have a good day at work. But yes, I mean, there are challenges. And I think you can pick out, very specific aspects of the workplace that you might be in right now. But I think the general point is just it's a very complex system. As soon as you have multiple humans interacting, each with their own desires and needs and inner thoughts, and you've got the complexity of economic and social forces acting on your workplace. You're in a very complex system, and the thing about complex systems is that nobody really controls them. You just have to look for the points of control that have disproportionate influence on the system. And I think everybody feels this at different points in their career. It might show up differently, but I was talking, my day job is in executive coaching. I was talking to a client just a couple of weeks ago, and he was saying, it doesn't matter what I do, there's always something. You try to control everything else, and then something else pops up. And so we were laughing about that. And of course, we all feel a little bit like that. But behavioral science is extremely helpful in helping us understand where we do have control and where those points of disproportionate influence are in the little system that sits around us. So that's why the work that you're doing on this is so powerful and so helpful. That's a great, thank you very much, and that's a great question actually. Which is can you tell us some of the key insights from behavioral science and how to apply them to have a good day, basically? Well, of course, I've got 100 tips. I think a good filter would be, what am I working on perhaps most with my clients just right now? That's as good a way of choosing as any. I'll pick one that's very deep and one that's very practical. The one that's very deep is based on the science of selective attention, which I think probably everybody listening here will be somewhat familiar with. That's the idea that however smart we are, we have a limited amount of conscious attention. Our brain is constantly making selections about where we should be directing that conscious attention. And that there is a rule of thumb,
brains love rules of thumb, that tends to guide where we put that small stock of conscious attention, and it tends to be whatever we're already thinking about. And that might be, for example, it might be a goal that we have. So we call that inattentional blindness, where we don't see anything that's not on point for the goal that we have in front of us. And many of you will associate this with studies involving gorillas, where people fail to see a gorilla because they're not looking for it. But there are other types of what I call this sort of top of mind effect as well. I mean, sometimes we call it salience bias, where we're affected by something we've just seen, and so that information looms much larger than it should when we're noticing what comes next. Our sensations in our body, when we're feeling sad, we'll tend to notice all the sorts of things that chime with sadness. And if we're feeling irritated, we'll tend to see things that, confirm we're right to be irritated. And confirmation bias is, of course, the version of this, which is the assumptions that we have will shape what we then perceive, and we'll see evidence that confirms our expectations, and we'll, somehow magically not see the rest. And this matters so much in the workplace. I think many of us know the science, but if you think about how it plays out in the workplace, it's a recipe for getting into a vicious circle or a virtuous circle. That's one of the things you can choose, and that's one of the things you can influence, because your mindset and what you take into a situation is going to so much determine what seems to happen, what you perceive. So, for example, there's a person I coach. She runs a company that's entirely virtual at this point, perhaps like some people watching this. And so she's on Zoom to Zoom to Zoom to Zoom. She has one conversation which perhaps is a bit annoying or challenging. Maybe she has a difficult interaction with the board, or maybe she has a conversation with one of her team and it's a little sticky. And we all have this sort of thing. She goes straight into the next Zoom. She has this top of mind. With that annoyance or disappointment top of mind, her brain makes sure that she sees everything that confirms that she's right to feel annoyed or disappointed. What does she miss? Well, what we've discovered is, she's capable of missing good examples or successes that might be amplified as a leader. She's capable of not hearing things that people say, or missing people's facial expressions if they don't match her ingoing state of mind. And so we're working hard on saying, okay, well, let's put just a few minutes. I mean, actually, sometimes it can be just a few seconds between meetings so that she can reset her perceptual filters, because what's top of mind is going to drive what she notices next. And so she takes the moment to say, okay, what's my real aim? What attitude do I want to project? What assumptions do I carry with me? And, is there anything I need to challenge there? Maybe this person has been a jerk. Maybe this meeting is not going to be bad. Maybe this meeting is going to be good. Maybe this meeting is going to be better. And it seems so small and so trivial, but it makes such a difference to how she then experiences the next conversation. And she just sees much more of what matters. She's not filtering out the things that don't match her ingoing state of mind. It's one of the deepest, most existential interventions that I know, and I think it's probably the thing that's changed my life most. Not just professionally, but actually personally probably too. So that's selective attention. I can talk more about that, any day of the week, challenging assumptions and so forth. But the other thing that I would say is coming up a lot at the moment, actually partly jumping off that example, is the need for breaks, because I think everybody's just so exhausted at the moment that a conversation I've been trying to have with professionals for a couple of decades now is getting easier to have, which is that your brain needs a break from time to time in order to function at its best. So, our brain's conscious, deliberate system doesn't function so well after a time. It does need to be refreshed. And we know that when we get to the end of a meeting and we're a bit cranky and we're not thinking as clearly, and you just feel that people are just not as sharp as they were at the beginning. But I feel now that it's easier to have the conversations with professionals about the fact that if they get up just for 2 minutes, and that the research has shown this, that if you take a break for just 2 or 3 minutes, if you intend to come back to a problem,
then your brain will continue to do encoding and consolidation in the background, which will be useful and will show you more connections when you come back to the problem at hand. And then lo and behold, you have better insight when you come back after a little break. And I think that's a lovely example of how behavioral science really helps people do what they kind of know, but actually perhaps don't do for themselves until they know that it's not an indulgence. This is actually going to not only improve their mood, but it's going to sharpen their performance and the quality of their thinking. So that's something I'm working on a lot at the moment with people, just to understand how to create blocks of time where they're offline, how to make that practical in a busy working environment, how to come off Slack from time to time. This is all sort of very real life stuff. And it's actually crucial to be able to do what I was just talking about previously on selective attention, because you need a moment to gather yourself and say, what do I want to have top of mind, knowing that that's going to shape what I notice next. I could go on. I mean, there are so many more things, right? There's so many more things, but they're the things that are, coming up a lot, this week, in this week's coaching sessions, let's say. No, but I was thinking it's true that we all start to know the impact of just small breaks, and I think it's important also to take some time to witness how a break impacted just the meeting after, etc. To make sure that we learn from it and that we don't have to rethink taking a break every so often. I don't know if that's so true. And I guess, this gets to the point where, companies and teams have a lot of power here to establish some norms around this and, say, okay, we always start a meeting with a quick round of checking in because that will help people be fully present. I mean, okay, we might know that in principle, but there's good science behind that. Again, it's about setting your filters, your perceptual filters to say, okay, what is it that's most important for me to notice and pay attention to now. I do think that I'm seeing some really interesting trends and things that I've been talking about for 20 years. Now, finally, people are starting to think about how do we build in norms around, a Friday afternoon without meetings, or a norm that we never run meetings more than 45 minutes, or that we build in 5 minutes at the top of the hour before the next meeting. This stuff is now finally happening. And I do think it's going to serve us very well in the future. Yeah, and becoming habits, and from norms moving to habits, we see that happening. So the release of How to Have a Good Day, so it was in 2016, the COVID pandemic happened. And my next question is about what you think this big crisis has changed regarding the challenge of employee engagement specifically. And maybe what have you learned from this, and what key topics have you been addressing with respect to this pandemic? Yeah, it's a great question. I think we all feel that the workplace is changing suddenly very, very rapidly. One of the things that's just been so striking to me is how much more we're talking about burnout. My former colleagues at McKinsey have been doing some very interesting research into this. And I saw some data recently suggesting that around 25% of employees, and that's across quite a range of countries. This isn't an Anglo-Saxon phenomenon, but it's a range of countries. Around 25% of employees are reporting that they are experiencing symptoms of burnout, at least sometimes. And, obviously some are experiencing it often or all the time. That is tremendously sobering. And I think it is the accumulated effect of the uncertainty and the complexity of the last couple of years, and the worry, quite frankly, that many of us have had about our own health and our loved ones' health, and also I would say I don't think the COVID crisis caused this. I think that this is revealing a phenomenon that was there before. There was burnout in the workplace before. What I think is perhaps it's hard to say that there's a silver lining at all out of COVID, but there's a small silver lining out of COVID, which is that I think we now have more facility in talking about mental health than we did before. And
I think there's more appreciation of the fact that employees are whole people with complicated lives, juggling loved ones and personal responsibilities. And I hope that that doesn't go away, because I think that there has been a step change in how people are talking about the importance of these issues. And one of the I think a source of optimism is also in that same survey. 75% of chief HR officers are now seeing mental health as an active priority in their workplaces. So I think that's tremendous. And how has it affected my work? I always focused on resilience to a degree, because my work was always quite grounded and quite realistic in saying things are a little bit difficult and complicated. What can you do to have a good day within that? So that was always kind of the style of the work that I was doing. But I think it really has shifted the quality of conversations that I'm having with clients about this, because there's just much more. You don't have to take quite so long to get to the place where people are open. I was coaching a chief executive, no less, a couple of weeks ago, who admitted to me that she was feeling low. And honestly, a couple of years ago, that would have taken so long to get to. and it was so good to be able to go there, name it, work with it, work on it. So I do think that's probably the biggest shift that I've seen. And actually, so you were talking about resilience, and I know you've led a course on how to have a good day in a certain time, and addressing this topic in the context of the pandemic still. People can access this course on your website. What are some of the key insights that you wanted to share in that series? Well, again, there are 6 big topics that I covered. So let me think of one or two to mention. I mean, I think one thing I would say as an overarching comment is that uncertainty in itself is not bad. Uncertainty is an amplifier. It increases the intensity of the reaction that we have to both positive and negative stimuli. So, if you think about getting a surprise birthday present or a surprise present in general, that's more exciting than getting a gift that you were expecting. So uncertainty adds intensity to whatever the signal is. And so, obviously that is problematic if it's a negative signal. If things are problematic and you don't even know how bad they are, that's very, very stressful. So all the research suggests that what you want to do is bound the uncertainties. The more you can reduce the uncertainties, the less less stress it's causing your brain, the more clearly you're then able to think. Because often what happens is that, there's 10% that you don't know and there's 90% you do. And the 90% just gets washed away by the 10% that is uncertain. And so a lot of the work I do is to help people reconnect with their certainties. And so that might be things that they know. So maybe there are layoffs in prospect. Okay, that's very stressful. But they might know what the process is. They might know what the timing is for the decisions. And leaders can really help with this. This is something I work on quite a lot with my clients, is how do you give people certainty even through difficult times? So you can amplify what you know for sure, the facts that you know to be true. Once you do that, you write them down, you just notice the stress drop. You can amplify who people are, their values, their sense of continuity and what's important to them. So that can be very powerful. And then it can also be very powerful to pause and think about, well, what is there that you can choose here? Because you can choose your attitude. You can choose perhaps, some rituals. And all of this stuff might sound quite small, but once you add it up and you get people to focus on, what I know, what I am, what I choose, this allows you, right, it gives you back enough clarity to be able to tackle the uncertainty rather than have it sort of whirling around. So that's the sort of thing that I work on a lot. And I have to say, going back to your questions earlier on about what am I working on in the tail end, hopefully, of COVID, that is obviously working on uncertainty, both helping leaders guide others through and then helping, larger groups of people manage their mental state through it. Yeah, I think that's going to be with us for a long time as an important topic. First, thank you very, very much for these insights. And his last question
before starting the roundtable is, what advice would you give chief people officers who want to start using behavioral science in their work? I think it's a very good question. I mean, there's going to be so much stimulation, so much interesting stuff coming out of watching all of these sessions and being part of all of these sessions that you're organizing. But actually, I would say most chief people officers that I know, and I know a few, are doing fascinating work, really interesting work in employee engagement, really creative work in thinking about how to help people find meaning and purpose in the workplace and so forth. So it's not, I think, for me to say that they should be doing anything new. I think chief people officers might consider the possibility of using behavioral science to engage their colleagues on the things that they already know to be good interventions. Because my experience is that chief people officers, chief HR officers, often a big part of the work is actually getting their colleagues on board with the ideas and getting the top team to stand behind it and to role model all of this. So the more that you can use behavioral science, this was always my experience, the more you can use behavioral science, you can explain the science underpinning, say, a new coaching approach or a new feedback approach or the importance of taking breaks, the more likely you are to get quite analytical types to engage and be willing to try a new behavior and to model a new behavior to the organization. So that was such a big part of my practice when I was working at McKinsey. And I think it really can help so much in helping the skeptics understand the reasons for behavioral change. Yeah, so look at what you're already doing and excavate the academic backing for it, and then go forth with that. And tweet it, and use it as a good scaffold. Exactly. Excellent. Well, thank you again very much for taking the time to share all these insights with us today. It was, as you know, a pleasure to we could have talked for hours more, I know, but it's I know. wonderful to connect, and it's useful for people who are listening. Thank you. Eh bien, maintenant, il est temps de passer à la prochaine table ronde, mais d'abord, on voudrait regarder un peu le travail d'Adrien. Peut-être qu'on pourrait le mettre à l'écran, je ne sais pas. Voir ce que Adrien nous a fait. Ou alors la prochaine pause. On peut... Ah, le voilà. Voilà, c'était donc le bon moment et donc on peut voir son travail. Alors, c'était pas trop difficile? Il faudra lui demander en fin de deuxième journée. On verra bien. Et si vous avez répondu notre très court questionnaire, vous pourrez recevoir le sketch note d'Adrien. Alors, maintenant, j'invite deux amis à nous rejoindre. Antoine Ferret, Global Head of Behavior, Data Science, Ethics, Compliance et Risque chez Novartis. Et Olivier Houlier, qui est neuroscientifique, comportementaliste et le récent cofondateur de Inclusive Brands. Et nous retrouvons Anne. Ça y est, vous commencez à bien la connaître. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le live chat de YouTube. À toi, Anne. Thank you. Hi again. And welcome maybe to Merci et rebonjour et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. As a complement introduction, Olivier and Antoine, I wanted to mention complément that you both à la présentation, je voudrais préciser que vous êtes tous les deux responsables d'études, mais aussi que vous transformez les résultats de ces études en insights actionnables dans le cadre de votre emploi. Donc je commence par Antoine. Vous avez beaucoup travaillé sur la sécurité psychologique et ma première question c'est qu'est-ce que c'est l'engagement collaborateur et quel est son lien avec la psychologie?
Donc, bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, je crois que la première chose à faire, c'est peut-être de définir un peu plus ce dont on parle. Et je pourrais dire de façon peut-être un peu provocatrice, c'est que les collaborateurs s'engagent, mais s'engagent à faire quoi? Et ça, la science du comportement, quand elle cherche à définir un problème lié à des comportements particuliers, un exemple pour nous, je pense que j'ai probablement le titre professionnel le plus long de toute la Terre. Et en éthique et compliance, on regarde l'engagement à travers le prisme moral ou éthique. Les gens sont de plus en plus impliqués moralement. Les managers en font plus pour se comporter de la bonne façon. Est-ce qu'ils sont suffisamment engagés quand ils assistent à une situation qu'ils trouvent anormale? Est-ce qu'ils sont prêts à élever la voix ou à lever la main pour dire ça ne va pas? Donc c'est notre définition. Peut-être que d'autres entreprises ont d'autres définitions par rapport aux problèmes qu'ils ont à résoudre. Et puis, il faut aussi définir la sécurité psychologique. Alors, elle est universitaire, c'est une construction scientifique avec une échelle, mais pour vous en parler, donc la sécurité psychologique est définie de façon formelle comme étant une croyance collective au sein d'une équipe, que l'équipe est en sécurité sur les relations interpersonnelles. Donc ça veut dire le fait qu'on peut être soi-même au boulot, pour dire les choses simplement. Qu'on peut dire ce qu'on pense plutôt que de tergiverser. Et que, donc super, engagement collaborateur, je vois bien, sécurité psychologique, un concept bien établi, mais quel est le lien entre les deux? Eh ben, on n'a pas choisi de travailler avec la sécurité psychologique. On ne s'est pas dit « Ah, ça, c'est super intéressant, c'est chic, on n'a qu'à travailler là-dessus. » On a regardé, en fait, les moteurs de l'engagement collaborateur. Et on a vu que la sécurité psychologique était un bon indicateur de cela. Et c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Comment est-ce qu'on peut améliorer cette sécurité pour qu'il y ait un meilleur engagement collaborateur? Merci donc Antoine. Donc vous approchez ça de cet angle-là. Peut-être qu'Olivier approche la question sous un angle différent. Je vais juste rebondir sur ce qu'Antoine vient de commencer à expliquer. Il faut définir les choses. Moi, j'aime bien mesurer les choses, tout le temps. Et pour moi, c'est important. Si on veut traiter un problème, il faut pouvoir le mesurer et mesurer le résultat de son intervention. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les marqueurs de ce qui peut être considéré comme étant l'engagement. Comme Antoine l'a dit, nous avons tous des définitions différentes de l'engagement. Il y a une dizaine d'années, j'ai travaillé sur un programme qui s'appelait La science et l'engagement. On a défini un certain nombre de principes et d'éléments, mais en définitive, ce qui peut servir d'instrument à l'engagement, et c'est ce qui m'intéresse. Je mesure l'activité cérébrale des êtres humains, je mesure aussi le stress physiologique, l'attention, la distraction, la charge cognitive, mais aussi la fatigue mentale ou physiologique. Tous ces éléments, si l'on peut les suivre, donnent des insights qui permettent de prédire l'engagement ou le non-engagement des collaborateurs. Si on regarde les choses d'un point de vue mesure, c'est une mesure véritablement composite. Et il faut pouvoir s'appuyer sur des définitions et disposer d'outils. Je ne vais pas dire les bons outils, parce que il n'y a pas d'outils parfaits. Il y a une association de mesures. Mesures physiologiques, entretien, mais tout cela ensemble vous donnera les insights non seulement pour comprendre les autres, mais pour comprendre cet engagement. C'est aussi quelque chose de très important
L'approche négative, évidemment, n'est pas forcément très populaire, mais moi, je préfère penser à l'engagement qui est en fait plus facile à repérer, même quand on n'a pas de données ou de mesures physiologiques sur l'absentéisme, etc. Quand on dispose de ça, on peut utiliser ces données pour informer les stratégies de management pour améliorer l'engagement. Oui, pour rebondir là-dessus, il y a le désengagement. Et ça, j'y pense beaucoup quand on cherche à changer les comportements, à changer les choses. Il faut regarder sur ce qui nous empêche ou ce qui nous bloque. La question, c'est pas seulement de savoir est-ce qu'il y a des gens dans les RH qui m'écoutent, qui travaillent sur la sécurité psychologique. C'est pas simplement une question de motivation. Alors, il faut motiver en disant allez-y, parlez, sentez-vous en sécurité, etc. Ça devrait être notre état au boulot par défaut. C'est là qu'on se sent bien, quand on se sent engagé. Donc, quand on travaille pour une grande organisation, qu'est-ce qui empêche que ce soit le cas? Et c'est là qu'on voit qu'un certain nombre de ces marqueurs sont plus des marqueurs de désengagement. C'est peut-être ça qui se passe dans le cerveau humain, non? Thank you both of you. So, sorry, Antoine. Merci. Antoine, quelle est l'approche utilisée pour améliorer l'engagement? Là, tout cela est fondé sur la particularité de la façon dont on envisage l'engagement. Je travaille dans l'éthique et la compliance. Et ça, c'est vraiment le prisme à travers lequel on aborde ces questions. Et là, il faut peut-être prendre un peu de recul pour comprendre un peu le parcours scientifique des sciences comportementalistes. Et la science, la façon dont tout ça a débuté, donc je sais que arrêtez-moi parce que je risque de dépasser, mais lui, il le fera, je le connais. Et en fait, on peut... Donc, il y a une dizaine d'années, l'approche qui était on veut qu'il y ait des comportements plus éthiques. C'est un peu comme on veut qu'il y ait plus d'engagement. Il faut chercher à identifier le problème, les comportements éthiques ou non éthiques au sein d'une organisation, d'une entreprise. Donc, ce sont des choses qui se mesurent. On fait une étude interne avec des constructions psychologiques, des concepts psychologiques, un engagement moral, le sens de justice, de maîtrise, etc. Et on mesure les comportements rapportés. On regarde si vous sentez que quelque chose ne va pas bien au sein de l'entreprise, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous parlez à votre manager? Quelle a été sa réaction? Et de là, on a remarqué qu'il y avait un lien entre la sécurité psychologique et le comportement. Il n'y avait pas de publication scientifique là-dessus, ni rien. En fait, dans un environnement où on se sent en sécurité, on a tendance à plus élever la voix. Donc, on s'est dit, OK, on a besoin de sécurité psychologique pour pouvoir traiter le problème à sa source avant que la situation ne dégénère. Mais là, évidemment, il y a un problème. C'est que dans un environnement où il faut générer énormément de sécurité, c'est là où ils sont le moins en sécurité finalement, parce que on se sent, si l'atmosphère est non éthique, c'est là qu'on a le moins confiance. Donc, j'en reviens au point que vous évoquiez, il faut améliorer la sécurité psychologique. On fait quelque chose qu'on en fait beaucoup dans l'industrie pharmaceutique, on dépense des millions ou des milliards. Chez Novartis, eh bien, on fait un test avec un groupe témoin randomisé. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer la sécurité? Comment est-ce qu'on peut identifier le rôle du manager? Donc, en gros, on a réalisé un groupe témoin avec 10 managers, et puis
On dit aux managers, posez-leur des questions plus individualisées, comment vous pouvez les aider. Et l'autre intervention était plus bloquante. Qu'est-ce qui vous empêche de faire votre boulot? Qu'est-ce qui vous empêche, etc. Et on a randomisé ça sur plein d'équipes dans une 50aine de pays. Et ce qu'on a découvert, c'est que une toute petite intervention, là, c'est juste un mail en disant qu'il faut que le manager organise ses entretiens de façon différente, et ben ça a des effets. Et en fait, ça n'a pas simplement amélioré la sécurité psychologique, ça a amélioré la confiance dans le manager, voir s'il les considère comme un exemple ou pas. Donc tout est lié, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de biomarqueur de sécurité psychologique, il n'y a pas de neurones spécifiques. Et ce qui est aussi très intéressant, alors je sais que il y a une question de personnalisation aussi, mais ce qui a été différent, c'était quel était le niveau initial de sécurité psychologique. Donc là où les niveaux étaient bas, l'individualisation marche très bien, ça permet d'augmenter, d'enlever les blocages, mais quand on regarde les données, ça se vérifie en plus. Thank you very much, and I think I love the fact that Oui, alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, c'est que la grande différence dans l'impact, c'est pas fondé sur des différences culturelles, hein, on en parlait en préparant. La culture n'est pas vraiment importante dans l'impact. Ce qui est important, c'est le niveau de sécurité psychologique initial dans les groupes que vous avez comparés. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, et ça, on peut le prédire. Quand on fait des formations sur la sécurité psychologique, etc. Il y a un niveau initial. On dit, OK, les gens travaillent, sont dans le commercial, au marketing, etc. Mais en fait, ça ne compte pas, tout ça. Olivier, une réaction peut-être sur... Oui, je crois qu'il faut féliciter Antoine pour son travail, parce qu'il présente ça comme étant très simple. Mais en fait, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas répandu dans le monde de l'entreprise. Et Novartis est vraiment en train de faire des choses. Ils utilisent des mesures à grande échelle pour prendre des décisions dans leur politique d'entreprise. Et puis, il y a aussi la question de l'éthique. Il y a un point dont on parle peu, celui des outils éthiques. Si vous voulez utiliser des outils de mesure comme moi je le fais, il faut aussi s'assurer que ces outils sont eux-mêmes éthiques, qui sont non discriminants, que les résultats vont bénéficier à tous. Et ça, en RH, c'est un grand problème. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas la même personne quand je commence à travailler pour une entreprise ou 10 ans plus tard, voire même 3 mois plus tard, et je ne suis plus la même personne le lundi ou le mardi, parce que des choses se passent au travail. Et pourtant, il y a des outils qui existent, dont on discute dans la littérature scientifique et qui continuent à être utilisés dans les RH, les tests de personnalité. Ne parlez pas du MBTI, hein, des tests cognitifs qui captent mieux peut-être l'état d'esprit d'une personne à un moment donné. Quelqu'un peut dire que parfois, en fait, l'entretien n'a même pas lieu parce qu'on est bloqué par les résultats du test. Et les résultats de ces tests vous suivent tout au long de votre vie au sein de l'entreprise, alors que vous changez. Donc il faut que ces tests soient fiables. La science a tendance à ne pas être d'accord avec ce type de test. Et puis il y a une mesure, même si ces tests sont fiables, ils ne sont qu'un instantané, à un instant T. Donc moi, mon boulot, c'est de personnaliser les interactions dans le monde du travail pour créer des outils pour mesurer les sentiments à un moment donné, pour comprendre le sentiment de l'utilisateur. On n'est pas la même personne le matin ou l'après-midi. Et donc, si je travaille dans un environnement digital, d'essayer de ressentir les choses et peut-être de dire « Ah non, c'est peut-être pas le bon moment pour cette tâche très méticuleuse parce qu'on risque d'être distrait ou stressé. » Donc, il faut aller se promener, prendre l'air. Et puis, grâce à mes équipes, dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, je travaille
travaille encore. J'ai pu mettre ça en place dans différentes entreprises. Et si on peut donner les bonnes données et utiliser ces données de façon efficace et éthique, c'est plus efficace. C'est pas juste un moment donné qui définit mon profil RH. Parce que finalement, quand on embauche quelqu'un et qu'on veut qu'il soit engagé et motivé, le premier effort à faire, c'est de s'adapter au lieu de travail, à l'environnement physique, à l'environnement social du lieu de travail. Mais aujourd'hui, grâce à l'IA, aux sciences du comportement, on peut ajouter un autre niveau qui est de permettre aux personnes d'avoir des outils réactifs, des lieux de travail réactifs, parce que si vous demandez à une machine de vous parler du sentiment de quelqu'un, ça peut peut-être augmenter l'engagement, mais ça enlève aussi un certain nombre de blocages où ça vous aide à les surmonter, parce que il y en a où on peut travailler avec les meilleures intentions, il y a quand même des choses qui sont difficiles à faire. J'aime bien ce que vous dites, Olivier. Oui, non, mais ça, c'est ce qui se passe dans mon quotidien. Mais disons, je ne sais pas, dans 10, 20, 30 ans, c'est sans doute ce qui va arriver. Et si vous me permettez, je pense qu'il n'y a quand même rien de mieux pour exprimer tout ça, pour faciliter pour simplifier le message à l'extrême. C'est pas une question de trait de caractère ou de personnalité. Quand on pense à la sécurité psychologique, c'est pas un trait, c'est pas un caractère psychologique individuel. C'est même pas comment on se sent soi-même en tant qu'individu. C'est une dynamique d'équipe. Donc, en soi, ça dépend du contexte, très fortement. Regarde, Olivier, en général, je vais augmenter sa sécurité psychologique. Est-ce que je suis là? Est-ce que je me sens en sécurité? Peut-être, peut-être pas. Peut-être que je vais passer la porte, ma femme m'appelle, est-ce que je me sens en sécurité? Donc c'est vraiment la sécurité psychologique, c'est quelque chose qui change, qui varie au cours d'une même journée. Et puis il faut aussi s'adapter au fait que ça a l'air évident, mais il faut rappeler l'évidence, c'est qu'il y a beaucoup de différences qui existent. Il y a des séminaires, des ateliers qui proposent des solutions pour gérer les biais, etc. Mais en fait, c'est une personne qui décide que tous les membres de l'équipe vont devoir se comporter de telle ou telle façon. C'est le syndrome de l'imposteur. Moi, je dois me considérer comme un imposteur parce que c'est ce qui me permet d'apprendre, de toujours revenir et de bosser plus dur. Et il y a des gens qui sont inhibés par le syndrome de l'imposteur. Si un de mes managers, par exemple, vient me voir et me dit « Ah, tu dois aller à tel ou tel séminaire ou atelier où on va t'aider à te débarrasser de ton syndrome de l'imposteur », peut-être que ça aurait aidé certains de mes collègues, mais pour moi, ça aurait été une catastrophe. Moi, j'aime mon syndrome de l'imposteur, c'est ce qui me motive. Mais je comprends aussi très bien que certains ont des difficultés avec ça. Et l'approche unifiée, que la même solution peut s'appliquer à tout le monde, de la même façon sur la sécurité psychologique, tout ça, ça ne fonctionne pas. Et en général, dès qu'on commence à parler, vous savez, il y a les gens qui viennent vous voir, qui disent on va débiaiser votre équipe. Ah bon? Vraiment? Les biais, c'est comme la gravité, ça existe. On peut nier l'existence de la gravité, mais si vous sautez d'une falaise, elle vous rappellera son existence. On ne peut pas enlever un biais comme ça. Vous enlevez un biais, il y en a d'autres qui émergent. C'est comme si vous arrêtez de fumer, vous prenez du poids, vous débarrassez d'un problème et vous en avez un autre. Les biais, c'est pareil. Les biais font partie de nous, on ne peut pas enlever les biais. Il faut utiliser ces forces pour les transformer en quelque chose de positif, plutôt que de cette fausse promesse de débiaiser. C'est comme l'objectivité, ça n'existe pas, la neutralité, ça n'existe pas. Donc il faut fixer des objectifs qui permettent d'aider les gens et qui sont réalistes. Alors, j'aurais pu en parler, parce que c'est un sujet qui me passionne, mais bon, je ne vais peut-être pas le faire, parce que ça va nous emmener très loin. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous voulez réagir? Il vient de le faire. Il vient de le faire.
Non, ce que je peux dire, c'est que je suis entièrement d'accord avec ce que je viens d'entendre. Lorsque j'ai démarré, il y a quelques années, on parlait beaucoup de biais inconscients, mais de manière plus fondamentale, je pense qu'effectivement, nous avons des biais, nous sommes biaisés. Parfois, il peut être utile d'essayer de les prendre en considération, mais c'est compliqué à faire. Le problème avec les biais, c'est que ça porte beaucoup sur l'individu, alors que la solution consiste à proposer autre chose. Et moi, je parle de science comportementale et pas d'économie comportementale. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher dans la biologie du comportement. Parfait. Transition parfaite vers ma question suivante. Antoine, vous nous avez parlé de cette expérimentation que vous effectuez. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur d'autres sujets? Est-ce que vous pouvez partager peut-être certains résultats avec nous? Tout à fait. Je peux vous parler d'un sujet que nous nous apprêtons à expérimenter. J'en ai parlé un peu plus tôt d'ailleurs. Lorsque nous mettons en place des mesures pour essayer de travailler sur la sécurité comportementale, comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle suivante? Comment on peut faire le scale-up, passer à l'étape suivante? Et chez Novartis, ce que nous avons trouvé, c'est que ce qui est important, c'est que les gens disent quelque chose lorsqu'ils observent quelque chose. C'est ça la sécurité. Afin que lorsque quelque chose se produit, quelqu'un s'exprimera. L'expérience suivante va porter sur les micro-comportements. Comment un manager réagit-il lorsque quelqu'un vient le voir? Et ce que l'on voit chez Novartis, mais je pense que c'est vrai chez beaucoup de grosses entreprises, lorsque quelqu'un va parler à son manager pour lui dire « Écoute, j'ai vu telle ou telle chose, ça me gêne, je suis ennuyé », quelle est la réaction des managers dans certains cas de figure? Eh bien, c'est de ne pas faire la bonne chose, mais de faire la chose humaine, qui consiste à dire « Zut, un problème, j'ai pas envie de l'entendre, ce problème. » Pas de confusion, ne sois pas trop sensible. Et ça arrive souvent. Alors concrètement, comment peut-on aider les managers à prendre les bonnes décisions et des décisions naturelles? Pour pas qu'on dise au manager « vous êtes biaisé » ou quoi que ce soit. Comment créer un environnement qui permet à un manager de dire « merci d'avoir signalé ce problème, c'est important que vous nous en ayez parlé et on va maintenant gérer le problème » plutôt que de le balayer de côté. Merci. J'ai une question pour vous. Désormais, Olivier, vous avez récemment lancé Inclusive Brains. Je pense que c'est l'occasion aujourd'hui peut-être d'en parler un peu plus parce que c'est un très beau projet. Merci. Ce que nous faisons, c'est de créer une nouvelle génération d'interfaces avec le cerveau. C'est une combinaison de biocapteurs, d'intelligence artificielle pour permettre aux personnes qui ont perdu l'usage de leurs mains ou de la parole pour utiliser leur esprit pour contrôler un ordinateur et faire d'autres choses pour qu'ils puissent réintégrer le monde du travail. Et il y a énormément de gens dans la population qui souffrent d'handicap et qui sont, à cause de leur handicap, exclus du monde du travail. Ce sont des gens qui ont, de manière générale, des difficultés à trouver du travail, mais c'est notamment parce que les outils que nous mettons à leur disposition ne répondent pas à leurs attentes. Grâce à la technologie, on passe de rendre le lieu de travail plus inclusif. Donc plutôt que d'organiser des ateliers de travail avec les entreprises pour leur dire « soyez plus inclusifs »,
on crée des outils qui permettent une meilleure inclusivité. Et ça permet également aux autres membres des équipes de s'habituer à travailler avec un humain augmenté. Certaines personnes, malheureusement, ne sont pas à l'aise lorsqu'ils ou elles voient une personne souffrant de handicap qui est équipée et qui performe mieux. C'est un petit peu comme lorsque on a vu les premiers coureurs de vitesse avec des prothèses allant plus vite que ceux qui n'avaient pas de prothèse. Il y a une véritable innovation, notamment sociale, basée sur la science du cerveau, qui permet d'ouvrir énormément de portes. Et la technologie n'est qu'un outil, évidemment, il faut qu'elle soit adaptée et adoptée. Sans cela, rien ne fonctionne. Et les marques inclusives, c'est ça. Grâce à la technologie, eh bien, écoutez, merci beaucoup. J'en arrive maintenant à ma dernière question qui vous est adressée à tous les deux. C'est la question un peu habituelle. Auriez-vous un conseil pour ceux qui travaillent dans ce domaine, qui travaillent sur l'engagement, le sujet de l'engagement au travail? Est-ce que vous avez des conseils que vous pourriez leur prodiguer? Écoutez, je n'ai pas une chose à laquelle je pense, mais plusieurs choses auxquelles nous avons fait allusion au cours de notre discussion aujourd'hui. Je vois que je vais essayer d'être bref parce qu'on arrive au bout du temps qui nous était imparti. C'est bon, on est en sécurité. Donc, d'abord, définir précisément la problématique. Je ne sais pas combien de personnes nous écoutent à distance. Si vous travaillez dans les RH et que la prochaine fois vient vous voir pour travailler sur le sujet de la sécurité ou de l'engagement, je crois que la première question à poser, c'est quelle est la problématique d'abord. Il faut être précis. Une fois que vous avez fait cela, il ne faut pas simplement chercher à motiver les gens, à leur créer des moteurs, mais il faut travailler sur les éléments de blocage, les points de friction. Et puis, lorsque vous travaillez avec de grosses entreprises, travaillez sur la sécurité et l'engagement, vous n'avez pas besoin de créer des webinaires. Il faut faire pas besoin de faire de formation. Il faut créer de l'expérience. C'est comme aux Oscars, nous avons de la musique. Je pense qu'il faut travailler plus sur le résultat. Et assurez-vous que tout ce que vous faites est légal, éthique, ne heurte pas les gens. Ça, c'est évidemment très important. Et moyennant cela fonctionnera. Il faut simplement cocher les différentes cases et puis il faut toujours personnaliser. Vous n'enverriez jamais quelqu'un qui mesure 1,70 m dans une usine dangereuse, équipée avec du matériel de sécurité conçu pour une personne qui mesure 2 mètres. On ne peut pas, il faut personnaliser. Voilà. Et puis, un dernier conseil, si vous voulez connaître la dynamique de ce qui se passe dans un bureau, je recommande toujours mon auteur préféré, Ricky Gervais. Vous y trouverez beaucoup d'informations sur le comportement au travail. Et bien voilà, nous en avons terminé. Merci 1000 fois encore. Je me tourne maintenant vers notre public et vers vous qui êtes à distance avec les questions. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets d'outils ou d'indicateurs d'engagement des employés? Alors, on y a peut-être répondu plus ou moins, mais on peut le faire encore. Lorsque vous définissez l'engagement employé ou l'employeur,
et que vous travaillez sur le sujet de la sécurité, par exemple, il y a des échelles qui existent. Il existe une échelle de 6 points pour mesurer la sécurité qui est bien conçue. Si vous l'utilisez, vous verrez que ça marche. Donc, c'est assez simple. Il ne faut pas trop simplifier. Évidemment, il faut utiliser la recherche qui est établie, les choses vérifiées, et puis ensuite voir comment la science mesure et comment cela est lié au comportement. Olivier ? Tu veux ajouter quelque chose? Oui, je crois que c'est important ce que tu viens d'évoquer. Et ce qui est intéressant également, c'est que l'on peut mesurer des choses qui sont assez contre-intuitives. On parle de psychologie, en l'occurrence de sécurité, on parle d'environnement de travail, où ce qui compte, c'est aussi la performance, mais la performance pérenne, une performance qui dure. Et pour mesurer la performance pérenne, il existe plein d'indicateurs. L'absentéisme, à long terme, par exemple, est-ce que les gens effectuent les tâches qui leur ont été confiées en temps et en heure? On voit que le micromanagement, ce n'est pas simplement une source de stress lorsque le manager est là. Là, le stress monte, mais c'est aussi une source de distraction. Pas simplement quand le manager est là, mais également quand les gens savent que le manager va arriver. Donc, on utilise tous ces indicateurs. Autre information, lorsque vous permettez aux gens d'arriver légèrement en retard et de ne pas arriver pile poil à l'heure exigée, comme c'est le cas dans certains bureaux, eh bien, les gens démarrent la journée avec beaucoup moins de stress et leur performance est bien meilleure. Donc, si vous accordez un peu de flexibilité sur l'horaire, les gens travaillent beaucoup mieux à long terme. Voilà, ce sont des mesures neurophysiologiques qui ont été menées dans plusieurs pays, sur plusieurs continents. Et l'idée, c'est bien d'avoir les bons indicateurs. Ceux que j'ai partagés avec vous ne sont pas des indicateurs universels. Vous n'utilisez pas les mêmes dans une usine que dans une salle des marchés, par exemple. Et ce qui est important également lorsque l'on parle de performance durable, c'est que la sécurité psychologique ne vous aide pas simplement dans le domaine de l'éthique. Les gens ne se demandent pas simplement s'ils peuvent évoquer tel ou tel sujet, mais s'ils peuvent parler, s'ils ont la liberté d'exprimer leurs idées, de dire à leurs responsables, moi je ne suis pas d'accord, ou moi je trouve que c'est pas une bonne idée. Il faut avoir cette sécurité psychologique. Imaginez le temps gâché à cela. Donc, encore une fois, on est bien sur le sujet de la performance. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question. Autre question qui nous est posée en ligne, est-ce que l'engagement peut être perçu comme le désir de l'entreprise d'augmenter les profits de l'entreprise plutôt qu'autre chose? Alors ça, c'est une très bonne question. Les managers, très souvent, ne se sentent pas à l'aise, ne se sentent pas en sécurité pour parler profit. Et je crois que la sécurité psychologique va dans les deux sens. Les employés doivent être en sécurité, mais également les managers, les responsables, les sujets tels que la rentabilité d'une entreprise, les profits, etc. Donc, il faut là encore expliquer pourquoi c'est important. Je pense que la question des profits est une question qui est mieux acceptée par les collaborateurs lorsqu'il y a un partage des profits, notamment avec les employés. On parle beaucoup de profit, de performance. J'entends souvent les gens qui me disent « Ah, mais est-ce qu'on peut faire un business plan
Je dis souvent, mais attendez, la seule raison pour laquelle on fait cela, c'est parce que c'est juste de le faire. Il est juste de le faire. Et il faut donc ramener souvent le discours à cela. Et puis j'allais vous dire autre chose, mais cela vient de m'échapper. Si vous travaillez dans un grand groupe, moi aujourd'hui ce n'est pas le cas, je travaille plutôt pour des startups, mais je crois qu'il est important de partager avec les équipes que le profit, la rentabilité d'une entreprise, c'est important pour la survie de l'entreprise. Ce n'est pas juste une question d'idéologie, c'est une question de survie. C'est-à-dire que votre comportement consiste à travailler, et en travaillant, vous contribuez. Si l'entreprise n'existe pas, votre comportement disparaît. Donc, évidemment, ça va dans les deux sens. La sécurité psychologique, c'est une question absolument essentielle dont on ne parle pas souvent, finalement. Lorsque l'on parle de sécurité psychologique, que ce soit dans le domaine de la rentabilité d'une entreprise ou autre chose, ce sont des sujets de grande importance. Bien, écoutez, la question qui arrive pourrait être une question très courte avec une réponse très courte. Je vais vous la poser. Pourriez-vous recommander une formation sur le sujet? Alors, la meilleure, je dirais Astérix et la Zizanie, tout simplement. C'est le meilleur bouquin sur le sujet. Que rajouter? Je pense qu'il faut lire. Il convient de lire plutôt que d'entamer des formations. Je crois que certains bouquins sont très bien faits. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. Merci également d'avoir posé toutes vos questions et à bientôt.